en avancement, des descriptifs des projets pour pouvoir montrer concrètement comment l'épargne a été utilisée sur le territoire. Un dernier point, parce que ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, c'est l'impact carbone de notre épargne qui n'est pas neutre. Et en fait, en fonction des placements qu'on fait, on a un impact carbone qui est plus ou moins important. Et donc là, c'est pour vous montrer justement 1 000 € épargnés sur les livrets de la Banque de la Transition énergétique. Ça permet d'éviter l'émission de 280 kg de CO2 en moyenne, ce qui n'est pas neutre. Et donc, sur l'ensemble des financements de la BTE, ça a permis d'économiser un peu plus de 121 000 tonnes de CO2. Et donc 121 000 tonnes, pour donner un petit ordre d'idée, ça représente à peu près 1300 km, pardon, 280 kg de CO2, c'est à peu près 1300 km parcourus en véhicule thermique. Donc pareil, c'est pas neutre. Et enfin, pour ceux que ça pourrait intéresser, le 16 octobre, on organise des webinaires en ligne qui sont disponibles. Donc là, j'ai un petit QR code. Je le laisse quelques secondes. Sinon, c'est disponible sur le site de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on organise des webinaires sur des thématiques diverses et variées en lien avec la transition énergétique. Et c'est accessible à tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire si ça vous intéresse. Et je vais laisser la parole à Thomas sur le sujet de la méthanisation. Merci Odin. Merci. Oui, l'idée de la conférence était de parler un peu de la perspective post-obligation d'achat. Historiquement, la filière de la méthanisation s'est construite d'abord sur des sites en cogénération qui ont pu bénéficier d'un tarif d'achat. Alors, c'est quoi un tarif d'achat? C'est un système qui permet de vendre, alors, dans les premiers temps de l'électricité, puis dans l'avancement de la filière après du biométhane, à un tarif qui est soutenu par l'État. Ce qu'il est en train de se passer, c'est que les premières unités qui ont été mises en service et qui bénéficiaient de ce tarif d'achat, elles vont arriver à l'échéance de leur tarif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premiers sites ont signé un contrat pour 15 ans. Très souvent, ils ont signé un avenant de 5 ans supplémentaires, donc ça a amené à 20 ans. Le premier tarif, c'était le BM06, donc pour 2006, plus 20, ça fait 2026. Ça y est, on y est. Et on y est d'autant plus que sur les premiers tarifs, on avait ces 5 ans supplémentaires avec un système de plafond de nombre d'heures sur lequel on vendait l'électricité au prix du tarif d'achat. Et ça a des implications fortes sur la question de la rentabilité. La rentabilité, en plus, elle a été impactée parce que l'indexation du tarif d'achat, notamment du tarif dit BG16, donc qui date de décembre 2016, l'indexation du tarif était mal fichue, si on peut dire. Et du coup, on a eu du mal à compenser l'inflation des charges opérationnelles pour les sites. Et on se retrouve avec des sites qui sont aujourd'hui très en difficulté. Donc la question qui se pose depuis un certain temps, c'est de se dire est-ce qu'on n'a pas des solutions autres pour pouvoir améliorer la situation économique des sites? Et la question de l'injection, donc de prendre le biogaz produit en méthanisation, l'épurer pour avoir du biométhane et l'injecter dans les réseaux, notamment de distribution et de transport, est-ce que finalement on ne pourrait pas prendre ces sites qui initialement étaient en cogénération et les basculer en injection? Jusqu'au 8 septembre de cette année, c'était compliqué parce que l'État avait prévu un système qui faisait que si on demandait une résiliation anticipée de son contrat, on devait payer des pénalités. Et ces pénalités se chiffrent très vite en centaines, voire millions d'euros. Donc ça rendait impossible cette conversion. Et donc l'État, après la discussion avec plein d'acteurs de la filière, l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France et d'autres associations de parties prenantes avaient milité pour que l'État permette en tout cas de sortir de son contrat d'achat en cogénération pour aller vers de l'injection. Et donc ça, l'État y a accédé et donc c'est possible depuis le 8 septembre 2025 à certaines conditions. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Pour autant, il faut bien se dire une chose, c'est que la conversion à l'injection, ce n'est pas forcément l'Eldorado. On sait qu'il y a un certain nombre de sites qui ne pourront pas se convertir à l'injection. Et pour cela, les solutions sont encore à consolider, on va dire ça comme ça. Et j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Juste un petit point de rappel. Comment est-ce qu'on peut vendre de l'énergie quand on fait de la méthanisation, pardon. Donc j'en ai parlé historiquement, c'était la cogénération. Donc on avait le tarif d'achat
Et donc pour les sites qui vont arriver à leur échéance, on a un certain nombre de systèmes qui existent. Donc on appelle le PPA, Power Purchase Agreement, qui est un système de contrat de gré à gré entre un producteur et un acheteur, pour faire simple. On a la piste de l'ACC, donc c'est l'autoconsommation collective. Donc là où, en fonction de la situation du site, donc la méthanisation étant plutôt en contexte rural, on a la possibilité de créer une communauté de consommateurs dans un rayon de 20 km autour du site de méthanisation. Et donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les textes rendent possible cette solution, mais il faut être très transparent. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Et donc, voilà, dans les mois, années qui viennent, c'est probablement des choses qui vont se dessiner, ou en tout cas être rendues beaucoup plus concrètes pour qu'on sache réellement comment ça fonctionne, à quel prix, à quelles conditions, et qu'on puisse éventuellement déployer cette solution. J'ai parlé de l'arrêté du 8 septembre, donc on est dans le cas où un site a la possibilité éventuellement de se convertir à l'injection. Il veut demander la résiliation anticipée de son contrat. Et donc l'État a prévu 4 conditions qui rendent possible l'exemption de pénalité. C'est l'injection dans le réseau, ou le gaz porté, ou le bio-GNV. Donc le bio-GNV, pour mémoire, c'est un carburant. On peut en mettre dans des véhicules, que ce soit des poids lourds, des voitures, des tracteurs. Et la dernière possibilité qui ouvre droit à cette exemption de pénalité, c'est prendre le biogaz pour produire de la chaleur. J'ai voulu juste remettre que pour la partie injection, on a 3 modes de commercialisation. On a le tarif d'achat. Les sites qui étaient en cogénération, qui ont bénéficié d'un tarif d'achat, ils ne peuvent pas en avoir un deuxième. Donc il faut qu'ils se tournent vers une autre solution, qui peut être soit le CPB, donc le certificat de production biogaz, soit le BPA, Biogas Purchase Agreement, qui sont les deux, de toute façon, des contrats de gré à gré. Donc, en résumé, on a un site en cogénération, il arrive à la fin de son contrat, il a fait toute la durée de son contrat, et il a un champ des possibles, sauf le tarif d'achat, il n'y aura plus droit. Ou alors il veut résilier de manière anticipée et il ne peut le faire que pour faire ou de l'injection, ou du gaz porté, ou du bio-GNV, ou de la production de chaleur. Là, on commence à voir arriver les premiers résultats de l'accompagnement concret des sites, puisque en fait, chez Solagro, c'est notre métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour réfléchir à la poursuite de leur activité. Et aujourd'hui, on a globalement, on commence à avoir un panel de sites très différents, des sites qui sont en contrat dit BG11 et des sites qui sont dits en contrat BG16, donc des sites qui ont des âges différents. Ça a son importance, notamment quand on va commencer à parler du financement ou du réinvestissement. Des tailles très différentes, de 150 kW installés à plus de 500. Des sites individuels, des sites collectifs, des rations très hétérogènes. Alors ça a son importance parce que quand notamment on va vouloir utiliser le mécanisme du CPB ou du PPA pour vendre son biométhane, les sites doivent être certifiés RED, 2 ou 3 en fonction des cas. Et ça, c'est plus facile quand on a une ration majoritairement composée d'effluents d'élevage que quand on a une ration qui est majoritairement ou exclusivement composée de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc c'est vrai que ça nous donne un panel de situations assez large pour pouvoir, en tout cas c'est ce qu'on espérait au départ, en tirer de grandes conclusions. L'expérience nous montre qu'en fait c'est très compliqué. On n'arrive pas à dégager une tendance facilement explicable. Chaque site est très particulier et donc ça nécessite de faire de l'accompagnement sur mesure à chaque fois. Historiquement, les premiers sites de méthanisation, il y en a quand même un certain nombre où l'unité de production méthanisation était intégrée directement dans la structure juridique de la ferme pour la méthanisation agricole. Et ça peut poser des questions ou des difficultés dans un objectif de poursuite de l'exploitation, parce que les hommes et les femmes à la tête de ces fermes ont vieilli. Ils ont pris entre 15 et 20 ans, qu'il va falloir parler succession, transmission, et du coup, parfois, se pose, en plus de toutes les questions qu'on a déjà évoquées, la question de est-ce qu'il faut sortir l'actif méthanisation existante et l'héberger dans une société ad hoc, une SPV,
C'est pas forcément évident parce que derrière, l'actif, il faut le valoriser. Ensuite, il faut bien faire les transferts qui vont bien. Notamment, le banquier, lui aussi, va être au moment du financement être attentif à ça. Donc, ça nécessite en plus un regard juridique sur ces situations. Et puis, on veut injecter du réseau, donc ça veut dire que dans le réseau, donc ça veut dire qu'il faut que le réseau, on puisse s'y raccorder. Et dans les cas qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, on a différents cas de figure de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Et du coup, ça me permet de faire la transition et de passer la parole à mon voisin. Merci, bonjour à tous. Donc, comment se raccorder au réseau gazier, hein, notamment pour les sites qui sont en cogénération. Alors, rapidement, donc moi, Wilfried, je travaille à GRDF, le principal distributeur de réseau de gaz en France. Hein. Mon travail, c'est d'accompagner les porteurs de projets sur 2 départements et l'ensemble de mes collègues également dans toute la France. Pour ce qui me concerne, c'est l'Allier et le Cantal. Les porteurs de projets, et de les accompagner à la fois sur regarder assez vite quelle est la distance entre leur projet, leur site de cogénération et le réseau, mais aussi de les accompagner avec l'ensemble des acteurs de la filière pour réussir à faire avancer l'ensemble de ces projets-là. Alors GRDF, qui en est donc principal distributeur, on est dans une chaîne gazière pour laquelle on a 2 acteurs majeurs à retenir que sont le transporteur, l'autoroute du gaz, donc principalement Natran en France et Teréga sur une autre partie, la partie sud-ouest notamment. Et puis donc notre réseau de distribution. On fonctionne avec des régulations publiques, avec une mission de service public où notre principale activité, c'est de gérer donc un réseau de gaz qui fait à peu près 200 000 km en France, de le construire, de l'exploiter, d'acheminer le gaz pour l'ensemble des clients, quel que soit le fournisseur qu'ils choisissent. Et aussi, et ça c'est une activité qui est plus récente, c'est d'accompagner en transition énergétique dans un objectif à 2050 de 100% de gaz vert, la conversion d'un réseau qui a été construit de façon gravitaire avec quelques points d'injection en France de gaz naturel pour pouvoir réussir à injecter une multitude de points sur la France de production de gaz vert. Et c'est là où on arrive avec notre sujet beaucoup plus précis de se dire, et c'est la clé pour l'ensemble des acteurs qui sont à la fois porteurs de projets et à la fois l'ensemble des partenaires financiers, techniques autour des projets de méthanisation, c'est de se dire, pour injecter, où est-ce qu'il est le réseau et de quelle façon est-ce qu'on peut réussir à l'alimenter, à la fois en termes de délai et aussi en termes de coûts, puisque ça rentre très vite dans les calculs d'analyse financière des projets, la rentabilité des projets de conversion. Alors, quelques trucs très simples. Le réseau de gaz, il n'y en a pas partout en France, il y en a quand même beaucoup, on a vu, 200 000 km, des milliers de communes qui sont raccordées. Il n'est pas indispensable que la commune soit alimentée en gaz pour pouvoir raccorder un projet. Ça, c'est une règle à avoir en tête, parce qu'on peut avoir quelquefois cette impression que les cogénérations sont plutôt à la campagne et que les réseaux sont plutôt en ville. Notre boulot, c'est justement de regarder comment est-ce qu'on peut modifier, faire évoluer ce réseau pour pouvoir aller chercher de la production de gaz vert dans des endroits où aujourd'hui on n'a pas de réseau. Il n'y a pas de distance au réseau minimal ou maximal pour accueillir un projet. Chaque projet est unique, on l'a vu tout à l'heure, dans sa ration, dans sa capacité à produire une quantité de gaz vert, dans sa distance par rapport au réseau et dans certains cas, dans sa complexité à être raccordé. Ça peut être géologique, ça peut être des passages de rivières, ça peut être un certain nombre de contraintes à regarder, et aussi des réseaux qui sont disponibles dans une grande partie des territoires. Donc il faut vraiment... on ne peut pas donner de schéma standard, chaque dossier doit être étudié. La règle d'or qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut regarder ça le plus vite possible et venir vers nous le plus vite possible pour qu'on puisse regarder ça. La présence d'un réseau ne garantit pas la capacité de ce dernier à accueillir le projet, on y verra un peu plus tard. On peut avoir un réseau, mais il faut regarder sa capacité à recevoir une quantité de gaz vert à un endroit en fonction des capacités à le consommer sur la même zone. On y reviendra un peu plus tard. On a plusieurs opérateurs, donc celui qui s'occupe des autoroutes du gaz, donc le transporteur et le distributeur que je suis. Et le porteur de projet ne choisit pas le réseau. C'est-à-dire que chaque dossier, au moment de son étude, fait l'objet d'une orientation, soit vers le réseau transport, soit vers le réseau de distribution, enfin, c'est un nombre de critères technico-économiques assez précis et régulés. La règle d'or, ce que je disais, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, alors soit directement, là pendant le sommet, on est juste derrière,
soit par l'intermédiaire de notre site internet projet méthanisation, grdf.fr, pour lequel vous pouvez avoir accès déjà à un certain nombre d'informations, mais aussi à un formulaire de contact qui permet très vite de rentrer en contact n'importe où sur la France avec un de mes collègues ou moi-même pour pouvoir regarder la distance que vous avez par rapport au réseau. L'analyse préliminaire est gratuite, ce qui permet déjà d'avoir des conditions de faisabilité et une autorisation de poursuivre pour pouvoir aller plus loin. Alors, les deux étapes, l'analyse préliminaire, donc on prend contact, on regarde rapidement sur le réseau, c'est possible, on fait une analyse préliminaire, il y a 1 mois de délai à peu près, le bureau d'études chez nous commence déjà à regarder les principales conditions de distance, de coût, à nous donner une fourchette. Et ça permet de voir si on va plus loin ou pas avec l'ensemble des autres acteurs et notamment la partie financière qui est très importante dans ces projets-là. Une fois qu'on a avancé, maturé sur l'ensemble de ces approches, c'est de se dire on est sûr de vouloir aller plus loin, on veut franchir l'étape. Là, on va en rentrer dans une démarche d'études détaillées qui va enclencher chez nous un travail de chiffrage précis, de demande d'autorisation précise en prévision des travaux qui vont se réaliser et qui a surtout un autre avantage, et cette étude pour le coup est payante. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de faire rentrer le projet du porteur dans le registre des capacités. Le registre des capacités, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui permet de prioriser sur une zone d'injection les projets qui sont susceptibles d'y rentrer. Autrement dit, quand on a la volonté de poursuivre un projet d'injection, plus tôt on rentre dans le registre, plus tôt on réserve sa capacité à pouvoir injecter en termes de priorité. Et c'est là aussi très important pour la viabilité économique du business plan qui a été fait au moment où on réfléchit sur le sujet. Quelques éléments. Le droit à l'injection, hein, c'est ce qui régit l'ensemble de nos activités. Il y a un calcul précis du coût qui est fait, des délais aussi de réalisation, puisqu'il peut y avoir plusieurs communes à franchir, etc. On a eu la possibilité de faire une réfaction de 60% de ce prix, donc avec c'est capé à 600 kg, donc quand, ça fait des gros chiffres, hein, mais quand on est en gros sur 10 km, on tourne autour du 1 million d'euros de travaux et il y a une réfaction qui est possible à hauteur de 600 kg. Deux exemples très vite, un coût de raccordement avant réfaction 700 kg, il reste un charge au producteur 280 kg, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça, je vais passer très vite. Néanmoins, une fois qu'on est rentré dans le registre des capacités, donc on a signé l'étude détaillée, on a ensuite tout un jalonnement avec un certain nombre d'étapes qui guident finalement le lancement du projet avec des étapes administratives, que ce soit le dépôt de l'ICPE, que ce soit toutes les demandes d'autorisation auprès des services de l'État, le permis de construire, etc., etc., et qui nous jalonnent jusqu'au Graal qui est la mise en service de l'installation et donc le début des recettes, puisque notre objectif, hein, c'est quand même de réussir à injecter le plus de gaz vert possible. Et ce gaz vert rentre dans une mécanique de revenu pour le projet. Et donc, le compteur qui est au bout de la méta va permettre de valoriser les recettes de la société qui l'exploite. Très vite, vous avez une maille gazière à l'écran, là, qui nous permet de déterminer très vite où vous avez l'endroit du méthaniseur, de se dire à quelle distance il est du réseau actuel et quelles sont les capacités d'injection qu'il peut avoir. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de se poser la question de la faisabilité. Vous avez un ordre de grandeur en haut qui est assez intéressant. Le réseau transport, les autoroutes du gaz fonctionnent entre 67 et 80 bars, quand le réseau des nationales et des départementales que nous gérons en distribution est autour de 4 à 10 bars. Donc vous voyez l'échelle de grandeur d'injection. Donc ça, c'est un point qui est regardé assez vite. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un réseau de gaz à proximité, il faut regarder la capacité d'injection. Un réseau de gaz, il est relié à une maille interconnectée et on regarde la capacité d'injection. La consommation de gaz varie tout au long de l'année et principalement en fonction de l'aléa climatique. Une forte utilisation du gaz laisse sur des activités de chauffage et donc qui sont thermosensibles. Donc on a besoin de regarder quelle est la capacité d'injection l'été au moment où on a le moins de consommation, pour être en capacité d'assurer la certitude de ce qu'on est capable d'injecter sur un projet. Ce qui donc va permettre, avec plus de certitude, de savoir combien le porteur de projet va pouvoir gagner. Et on revient au business plan de mon ami banquier. Notre travail aussi, c'est de faire évoluer ce réseau entre le début des réflexions et la mise en service. On a plusieurs années pour regarder comment est-ce qu'on va pouvoir interconnecter
certaines mailles pour augmenter la capacité d'injection et donc rendre la promesse qui a été faite sur l'étude détaillée réalisable. Dans le temps, une fois que c'est mis en service, il y a plusieurs possibilités d'augmentation de puissance dans la vie des projets sur les mailles. On a aussi une solution qui consiste, dans certains cas, à remonter sur le réseau de transport. Ça s'appelle une solution de rebours où on comprime en fait, le gaz pour le remonter à la pression de 67 à 80 bars pour pouvoir remonter sur le réseau de transport. C'est une des possibilités. Voilà pour moi, donc la règle à retenir, c'est que dès qu'on a une idée, ou dès qu'on a un projet, ou dès qu'on a un site en cogénération sur lequel on se dit on voudrait injecter, surtout c'est de nous contacter le plus vite possible pour pouvoir regarder quelle est la faisabilité et nous enclencher derrière les réflexions qui vont bien pour pouvoir apporter du tangible sur les conditions technico-économiques de ces projets-là et donc avancer sur la construction du business plan avec l'ensemble des autres acteurs. Merci Wilfried. Oui, sur la suite de la présentation, là l'idée c'est de présenter 4 cas qu'on a rencontrés aujourd'hui dans cette réflexion autour de j'ai un site en cogénération, je veux le convertir à l'injection. Et avant ça, en fait, on a réussi à dégager quand même des grandes tendances. Ce dont on se rend compte, c'est que la conversion à l'injection, elle implique obligatoirement d'investir dans un épurateur. Parce qu'on avait un cogénérateur pour produire l'électricité, là on veut injecter, donc il faut qu'on puisse produire du biométhane. Et donc on est sur des montants d'investissement entre 900 et 1400, 1 400 000 euros, pardon. Le coût de raccordement, on vient d'en parler, qui peut être variable, mais il va falloir le prendre en compte. Et pour les sites qui valorisaient leur chaleur, notamment pour sécher du fourrage ou autre, il va falloir trouver une alternative sur la partie valorisation de chaleur, puisque en fait, comme on n'a plus de cogénérateur, on n'a plus de production de chaleur. Pour mémoire, la cogénération, on cogénère, on génère à la fois de l'électricité et de la chaleur. Dans le cas où on a demandé une résiliation anticipée de son contrat d'obligation d'achat en électricité, le législateur a prévu qu'on soit dans l'obligation de démanteler ce cogénérateur, donc on n'aura plus accès à cette chaleur. De manière fréquente aussi, alors pas obligatoire mais fréquente, il y a la mise aux normes des sites. On a eu une révision des prescriptions générales des installations classées pour la protection de l'environnement il y a quelques années maintenant, et certaines des mesures étaient rétroactives et les exploitants d'unités étaient dans l'obligation de se mettre aux normes. On l'a dit en début de présentation, un certain nombre de sites en cogénération rencontraient des difficultés économiques et donc n'ont pas pu mettre en œuvre cette mise aux normes. Et le fait de basculer dans l'injection, ça va quand même nécessiter un certain nombre de travaux. On va le voir aussi, ça engendre une communication auprès de l'administration qui, elle, va d'après les messages qu'on peut avoir en région, demander que la mise aux normes soit faite. Ce qu'on rencontre aussi, c'est le fait que, réglementairement parlant, il y a aussi une partie de dossier, on va dire, qui passe du simple porté à connaissance, qui est le niveau le plus simple, où globalement, on explique à l'administration que on faisait de la cogénération, maintenant on fera de l'injection, jusque parfois, du fait de la modification du projet, du dépôt d'un nouveau dossier ICPE. Et dans un certain nombre de cas, on remarque aussi que la conversion, elle implique parfois un agrandissement pour atteindre une taille critique permettant la conversion. Et donc là, on a notamment, nous, un cas où il y a 2 millions d'euros à réinvestir sur le process, le stockage des intrants et le digestat. Le premier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est un site en cogénération qui fait 250 kW installés, qui est sous un contrat BG16. On a mis à l'écran un certain nombre de repères chiffrés, que ce soit le coût du raccordement, la question de la taille, notamment parce que on se rend compte qu'à 250 kg, convertir le site, là, dans le cas présent, on n'y arrive pas.
si on n'a pas une taille minimum de 120 normaux. Donc, il faut doubler la capacité du site pour faire simple. Et puis, on a un certain nombre du coup d'investissements associés puisqu'on a grandi, qui fait que on part déjà avec un certain nombre un montant d'investissement qui est assez important. Et comme c'est un site qui a été mis en service relativement récemment, il a encore un capital restant dû de l'emprunt initial qui est conséquent, en l'occurrence 1 300 000 €. Et donc ça va venir renchérir l'enveloppe budgétaire du projet. Et à date, comme on est sur un site qui doit doubler de capacité, se pose la question des intrants. Parce qu'on ne peut pas juste décider comme ça, je veux doubler ma capacité de production. Il faut nourrir le digesteur. Et sur ce site-là, la difficulté qu'on rencontre à date, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir les intrants pour pouvoir faire ce doublement de capacité. Donc, on n'est même pas encore allé voir le banquier, que déjà on sait qu'il y a une corde à l'arc qui manque. Et du coup, ça va nécessiter de réfléchir. Les pistes qui sont envisagées, c'est éventuellement d'ouvrir le capital. C'est une société de projet qui porte ce projet, et aller chercher de nouveaux associés qui pourraient par là même apporter, eux, des intrants pour compléter le plan d'approvisionnement. Le deuxième cas, c'est un cas plus simple. Donc, c'est un site qui est en cogénération, un BG11 500 kW installé, très proche du réseau, donc avec un coût de raccordement qui est assez faible. Un site qui est déjà parfaitement aux normes, parce qu'il a fait des travaux assez récemment. Donc, en fait, globalement, on a peu de réinvestissement à faire. L'épurateur et quelques travaux connexes pour que tout fonctionne parfaitement. C'est un projet facile parce que du coup on n'a pas d'augmentation de puissance, on a déjà une taille critique compatible avec le montant d'investissement, un capital restant dû de l'emprunt initial qui n'est pas, négligeable, c'est certain. Mais aujourd'hui, quand on fait les premières simulations, et il a reçu un certain nombre de propositions en contrat de vente CPB. Donc CPB, c'est certificat de production biogaz. Et donc c'est un site qui a pris la décision de se convertir à l'injection. Le troisième cas, j'ai voulu vous le présenter parce qu'il a une originalité, indépendamment de sa taille, de son âge et tout ça. C'est un site qui a une trentaine de kilomètres du réseau de gaz. Donc, quand on part avec ça, on se dit c'est pas gagné notre histoire. Sauf que les exploitants de ce site sont assez vite allés voir GRDF en l'occurrence, pour dire est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent exister. Et il se trouve qu'en prenant une carte et en localisant l'endroit où se trouve le réseau, l'endroit où se trouve le site, entre ces deux points, il y a deux autres sites de méthanisation en cogénération qui ont une taille a priori suffisamment grosse pour se dire potentiellement ils peuvent être intéressés par eux aussi basculer en injection. Et donc là, il y a un travail qui est en cours pour essayer de voir si on ne peut pas faire de la mutualisation pour le raccordement. Donc là, c'est un autre défi parce que c'est 3 sites différents qui doivent discuter, se coordonner aussi parce qu'il y a une question de timing, se synchroniser. Donc ce n'est pas forcément évident. On a d'autres défis qu'il faudra relever sur ce site-là, notamment la question de la chaleur. Je l'ai un peu évoqué précédemment. Mais voilà, on est toujours dans cette optique de réflexion, et on continue d'avancer. Un quatrième cas, et ce sera le dernier, qui est un peu original celui-ci, parce que c'est un cas qui a bénéficié d'une disposition qui était prévue historiquement dans les arrêtés tarifaires, qui permettait de demander de mettre fin à son contrat quand on rencontrait des difficultés. La condition, c'était de pouvoir le justifier auprès du préfet. Et là, en l'occurrence, sur ce site-là, c'est ce qui s'était passé. Il a eu l'exemption de pénalité. Et le choix qui avait été fait, c'est de démolir l'ancien site et en reconstruire un nouveau pour bénéficier d'un tarif d'achat. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis en avant, ce site-là ? Pour dire que en fait, cette possibilité-là, aujourd'hui, elle est très difficile à avoir. Je l'ai dit dans le début de mon propos, un site qui a bénéficié d'un tarif d'achat ne peut pas bénéficier d'un nouveau
tarif d'achat. Tout l'enjeu, c'est la notion de définition de ce que c'est qu'un site de méthanisation au centre de la réglementation. En gros, ce que nous dit le législateur, c'est qu'on ne peut pas réutiliser des équipements principaux ayant servi à la production de biogaz. Donc ça veut dire pas de digesteur, pas de stockage avec récupération de biogaz, pas le cogénérateur par exemple. Là, le message qu'est en train de faire passer l'administration auprès de la filière, c'est si vous êtes un site que vous demandez l'exemption de pénalité parce que vous voulez sortir de votre tarif d'achat, clairement, cherchez pas à faire les petits malins. Si vous faites ça, c'est pour partir sur du contrat dit CPB ou BPA, pas pour reconstruire un site quasiment neuf à côté en réutilisant des équipements de l'ancien. Ça, clairement, là, les messages sont en train d'être passés au niveau des services déconcentrés de l'État. Donc, il faut qu'on l'ait bien en tête. Si on demande une exemption de pénalité et une résiliation anticipée, c'est forcément dans la tête de législateur pour aller chercher de la vente de biométhane via CPB ou BPA. Maintenant qu'on a défini un peu tout ça, on a bien avancé, on a bien travaillé, on sait combien ça coûte. Maintenant, il faut le financer. Et là, du coup, je passe la parole à Odin. Oui, effectivement, la table de financement est vraiment pas à négliger. Assez souvent, malheureusement, on vient voir le banquier assez tardivement. On a regardé la partie technique, on s'est dit bon, ok, tout est possible, réglementairement c'est bon, je peux faire ma conversion ou autre. Et puis on vient voir le banquier, et puis en se disant bah, c'est bon, le banquier il va dire oui ou il va dire non, mais ça va être assez simple. Sauf que vu les montants qui sont en jeu, c'est un peu plus compliqué. Et le banquier, il a aussi des attentes. Alors, il y a des attentes financières, des ratios de DSR à respecter, des ratios d'apport, etc. Mais il a aussi des attentes un peu plus techniques. Il a des attentes sur la maîtrise des intrants. Il a des attentes sur qui va intervenir sur le chantier, qui est le constructeur, qui est le fournisseur de matériel. Est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est reconnu, quelle est la technologie qui est utilisée, est-ce qu'elle est éprouvée. On va aussi avoir une attente assez forte sur la partie contractualisation, notamment de la partie vente de biométhane. Qu'on soit en CPB ou en BPA, la question nous qu'on va se poser, c'est bon, ok, vous venez nous voir, vous voulez un financement sur 10 ans par exemple, comment vous maîtrisez votre chiffre d'affaires sur cette durée? Vous avez signé un contrat en BPA ou en CPB pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ok. Donc on peut faire un business plan sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais il se passe quoi après de l'année 5 à l'année 10? Comment on arrive à modéliser un chiffre d'affaires et comment on peut s'assurer que la dette soit remboursée? Donc nous, on va avoir des attentes assez fortes là-dessus. Et aussi sur la partie contractuelle, sur les différentes clauses qu'il peut y avoir à l'intérieur des contrats. Et notamment les engagements que va avoir le porteur de projet auprès de l'acheteur de biométhane et inversement les engagements de l'acheteur auprès du porteur de projet. Qui peut sortir du contrat? Sous quelles conditions? Est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues, qui ne sont pas prévues, tout ça. Donc en fait, il va y avoir une analyse côté banque, technico-juridique et puis aussi côté assurantiel qui va être assez lourde et assez poussée. Potentiellement, il y aura aussi des audits qui vont être demandés, qui peuvent prendre un petit peu de temps. Et donc ça, c'est des sujets qu'il va falloir anticiper le plus tôt possible. Et aussi, c'est pas parce que votre banquier vous a accompagné la première fois sur la première construction qu'il voudra vous accompagner sur cette conversion, pour des raisons diverses et variées. Mais il faut pouvoir s'en assurer assez tôt que votre banquier est prêt à vous accompagner, ou sinon savoir comment on peut se retourner et aller trouver un autre banquier entre-temps. Donc vraiment, la partie financement n'est pas à négliger. Nous, on ne va pas juste regarder un business plan, on va regarder tout un tas de choses aussi, de manière technique et juridique qu'il faut prendre en compte assez tôt dans le projet. Oui, pour terminer cette présentation, quelques points qui semblent aller de soi, mais comme on dit, ça va mieux en le disant. Va se poser la question des intrants et des digestats. J'ai dit que dans certains cas, on n'avait pas la taille critique pour pouvoir se convertir à l'injection, donc ça veut dire possiblement faire ce qu'on appelle une augmentation de puissance. Donc il va falloir retrouver de la ressource et ça nécessite de bien vérifier que dans quelle mesure l'exploitation ou les exploitations qui sont autour du site de méthanisation ont la capacité d'apporter ces éléments. Si on augmente les intrants, il va falloir aussi, on va voir augmenter mécaniquement la quantité de digestat à gérer et donc l'augmentation des surfaces nécessaires pour pouvoir répandre ce digestat. Et donc,
c'est des points qu'il faut avoir en tête. Un point positif de ce genre de réflexion, c'est que dans certains cas, le fait de remettre en question, enfin, de se reposer la question de la poursuite de l'exploitation du site, c'est aussi un moyen de mettre aux normes les stockages de Digesta, notamment Digesta liquide, qui ne sont pas toujours couverts avec récupération de gaz résiduel. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un effet bénéfique que de pouvoir se poser ces questions-là. Quelques éléments qui ont déjà été évoqués par Odin, que j'ai un peu évoqué très, très vite. Il ne faut pas oublier que les contrats en CPV ou BPS sont des contrats de droit privé, qu'on n'a pas de trame imposée, alors que quand on avait les contrats de tarifs d'achat, c'était les mêmes contrats pour tout le monde. Et donc ça nécessite une discussion précise entre le producteur de biométhane et l'acheteur. Ça veut dire quoi une discussion précise ? En face d'un vendeur de biométhane, aujourd'hui, c'est des très grands acteurs qui vont acheter, qui ont des compétences en interne ou en externe, notamment juridiques. Donc, le message qu'on fait passer, c'est qu'il faut être accompagné par des professionnels du droit, notamment des avocats, qui vont défendre les intérêts du producteur. Alors, ça ne veut pas dire que en fait, l'acheteur va forcément chercher à avoir une relation déséquilibrée, mais il y a quand même un certain nombre de choses, notamment sur les garanties de production, sur des pénalités associées, toutes ces choses-là, ça doit être décidé et discuté de manière très précise, notamment parce que très clairement, si ce n'est pas suffisamment sécurisé, ça ne passera pas la barrière du financement. Odin l'a très bien dit, à un moment donné, le banquier il va vouloir s'assurer qu'il a de la visibilité sur le chiffre d'affaires qui est prévu dans le business plan, et la question des clauses et de la négociation du contrat porte notamment sur ces sujets-là. Si on est dans le cadre d'un site en cogénération qui veut demander une résiliation anticipée, ça se fera sur justificatif auprès du préfet. Aujourd'hui, on n'a pas la liste des pièces. On devrait l'avoir dans les semaines qui viennent, mais c'est du coup un dossier administratif à préparer, à compléter. Ce qu'il faut retenir, c'est que le législateur a prévu une clause qui n'est pas anodine, qui est la suivante, qui est un site en cogénération qui demande l'exonération des pénalités pour résilier de manière anticipée, dépose son dossier au préfet. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut refus. C'est quand même pas neutre. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à bien préparer ses justificatifs, bien se mettre en relation avec les services concernés au niveau de la préfecture pour réduire le risque de ne pas avoir de réponse. Puisque pas de réponse, eh ben c'est qu'on le préfet refuse. Donc ça, il faut l'avoir en tête. L'autre message qu'on souhaitait faire passer, c'est que la rentabilité d'une conversion n'est pas systématique. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, chaque cas est différent. Et donc, il faut étudier de manière précise le site tel qu'il existe, où on va avoir des variations sur dans quel état sont les équipements, quelle était la politique de réinvestissement de l'unité jusqu'à maintenant. Et donc, forcément, il n'y a pas de recette toute faite. C'est à chaque fois du sur-mesure. Et vraiment, le message, c'est de se faire accompagner. On sait qu'il n'existe pas que l'injection dite classique. Ça peut valoir le coup aussi de se poser la question de solutions type gaz porté. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent. Je vais en citer un, Metagora par exemple, qui porte cette technologie, cette offre. Et dans certains cas, ça peut permettre de contourner des contraintes qu'on aurait si on restait uniquement focus sur l'injection classique. Et puis, pour les sites qu'on ne pourra pas convertir à l'injection, les solutions existent. Mais encore une fois, je l'ai dit au préambule de mon propos, c'est qu'elles méritent d'être consolidées pour qu'on puisse avoir du retour d'expérience, parce qu'à date, on n'en a pas encore. Donc, les choses vont se construire en marchant. Vraiment, trois éléments. Un, n'y allez pas tout seul. Faut vraiment vous faire accompagner avec des compétences technico-économiques et juridiques pour bien mesurer toutes les conséquences de la conversion. Faut pas se précipiter. Vraiment, ça c'est le message qu'on retient avec beaucoup d'acteurs de la filière. C'est oui, il y a une opportunité potentielle, mais il faut prendre le temps parce qu'il y a encore un certain nombre de choses qui sont à caler.
Je l'ai dit, ça manque de maturité pour les sites qui resteraient en cogénération. Et puis le dernier point, c'est n'hésitez pas à aller voir vos interlocuteurs, GRDF, le banquier, très tôt dans votre réflexion pour bien mesurer tous les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup. Vous l'avez bien expliqué, hein, pour les unités qui ont été créées il y a 15 ou 20 ans, il y a forcément donc un changement, en tout cas une réflexion à avoir sur comment est-ce que tout ça va évoluer. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard pour se poser ces questions-là quand l'unité a déjà 15 ou 20 ans? Non, c'est jamais trop tard. De toute façon, il faut être lucide. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément tous les outils pour vraiment se poser la question de ce qu'on fait après. Donc maintenant que les outils existent, il y a encore un certain nombre d'incertitudes, ça c'est sûr, sur concrètement comment ça va se mettre en œuvre. Mais non, il n'est jamais trop tard. De toute façon, aujourd'hui les unités tournent. Elles rendent aussi un certain nombre de services aux exploitations agricoles, ce qu'on appelle les externalités positives sur la gestion des effluents, sur la disponibilité de l'azote via le digesta plutôt que via les amendements organiques. Donc non, il n'est pas trop tard et de toute façon, bon, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ne serait-ce que si on veut se raccorder au réseau, il y a un délai incompressible. Les études dont a parlé Wilfried, tous ces sujets-là, et même une fois qu'on a pris la décision, GRDF ne va pas poser le réseau en quelques jours, loin de là. Donc de toute façon, il y a du temps. Donc autant mettre à profit ce temps-là pour prendre les bonnes décisions. Vous avez dit que pour les unités en cogénération qui ne pourraient pas basculer sur l'injection, il y avait d'autres solutions, mais qu'on ne savait pas encore lesquelles. Est-ce que pour autant, il y a une menace qui pèse sur certaines unités de vraiment disparaître? Oui, clairement. Et on sait quelle part, quelle proportion? Non. En fait, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a du mal à avoir cette visibilité-là. Ce qu'on espère globalement dans la filière, c'est que ce nombre soit le plus réduit possible pour tout un tas de raisons, parce qu'aujourd'hui, je le dis, il y a quand même un certain nombre d'externalités positives de la méthanisation sur les exploitations agricoles. Et puis, de manière très pragmatique, c'est souvent des installations qui ont été aidées à l'investissement par des fonds publics, qui ont bénéficié d'un tarif d'achat. Donc, quelque part, la puissance publique a déjà mis des moyens. Globalement, on est unanime dans la filière pour dire que ce serait quand même dommage de perdre cet outil-là. Maintenant, il faut être lucide. Aujourd'hui, on a encore du mal à dire vous êtes dans tel cas, c'est assez simple, on va faire comme ci, comme ça. Ça coûte tant, ça va vous rapporter tant. Ça, clairement, on n'a pas la réponse. Et donc, c'est l'enjeu des mois qui viennent, que collectivement, on monte en compétences quelque part pour pouvoir orienter ces sites de méthanisation vers la poursuite de leur activité. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose qu'on se tourne vers le public pour voir si on a des questions, des mains qui se lèvent pour intervenir, poser une question aux intervenants présents sur la scène, partager un témoignage. Je vais venir vers vous avec un micro. Donc ne soyez pas timide et faites-moi signe si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour à tous. Non, ma question, c'était, vous avez parlé un petit peu du gaz porté qui pourrait être une solution. Est-ce que c'est une solution plutôt pour les petites méthanisations qui n'auraient pas les moyens de passer sur de l'injection directement? Alors, je vais être très franc, je suis loin d'être un spécialiste du gaz porté. Pour autant, j'ai quelques points de repère. Globalement, en dessous de 250 kW installés en cogénération, ça semble compliqué, même pour une solution de gaz porté, d'aller vers cette solution-là. On a des tailles critiques pour lesquelles aujourd'hui, on ne sait pas aller en dessous. Peut-être que dans les années à venir, le gain en efficacité ou en tout cas des pas technologiques permettront de réduire les coûts, notamment à l'investissement et au fonctionnement. Mais pour l'instant, en dessous de 250 kW, ça semble compliqué. Puis il y a un autre aspect au-delà de la puissance du site, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une grappe de projets dans une zone géographique donnée pour que ça puisse fonctionner.
Je crois que si vous voulez investiguer cette question-là, je crois qu'ils sont présents sur le salon, c'est l'entreprise Metagora. Le mieux, c'est que vous alliez leur poser la question parce que moi, je vais être un peu court sur tous les enjeux. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ce sujet de la méthanisation? Ou est-ce que tout était tellement clair, tellement bien expliqué? C'est bon, on s'arrête là? Pas de regret? Non? Merci à tous les trois. Merci pour tous vos apports. Et puis, merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.